Bonsoir à tous, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle Critique Glauque. Après m'être occupé de ce cher Chucky il y a 2 semaines pour le retour de Chucky, j'ai l'honneur de m'attaquer à une autre icône du cinéma horreur en la présence de ce cher Leatherface. Et oui, notre cannibale fou amateur de tronçonneuse nous revient dans un tout nouvel opus qui s'intéresse à son enfance et à ses origines, et que j'ai eu la chance de voir il y a peu. L'occasion pour nous de revenir sur une franchise pas tout à fait comme les autres, créée à l'origine par Monsieur Toby Hooper, qui malheureusement nous a quittés ce 26 août dernier. Mais avant toute chose, qui est donc Leatherface? Leatherface apparaît pour la première fois dans Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974 aux États-Unis et réalisé par Toby Hooper. Le film met en scène Sally et ses 4 jeunes amis qui traversent la campagne texane à bord d'un minibus. Rapidement, des événements étranges et malsains leur arriveront, à commencer par la rencontre avec un effrayant autostoppeur. Sally découvrira vite à ses dépens que ce fou dangereux appartient à une famille de dégénérés, des assassins cannibales qui vivent dans une maison remplie d'ossements et de cadavres en guise de décoration. L'un des membres de cette famille, surnommé Leatherface à cause du masque en chair humaine qu'il porte sur le visage, tuera tous ses amis et la poursuivra pendant une bonne partie du film, armé d'une tronçonneuse hurlante. Massacre à la tronçonneuse est probablement l'un des films d'horreur les plus cultes de tous les temps. Poisseux, malsain, dérangeant sont autant d'adjectifs pouvant le qualifier avec brio. Minimaliste au possible, le film est quasiment dénué de sang ou de tout élément gore, malgré que son antagoniste principal charcute tout le monde à l'aide de crochets ou de sa fidèle tronçonneuse. La musique aussi est presque absente de tout le métrage, remplacée par les vombrissements assourdissants de l'arme de Leatherface. Sa famille est ici composée de ses frères et lui, 3 hommes complètement fous et arriérés, et de leur grand-père aux allures de zombies, si vieux qu'il en est incapable de dire le moindre mot. Ce film a marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Déjà, il a été interdit à sa sortie dans de nombreux pays, comme en Angleterre par exemple, où il ne sera diffusé qu'à partir de 1999, soit ni plus ni moins que 25 ans après sa sortie. De plus, son tournage aura été un véritable calvaire pour toute l'équipe. À la base, il ne devait durer qu'1 semaine, mais à cause de différents problèmes, il en prendra 6 fois plus. 6 semaines sous la chaleur texane, à tourner au milieu des véritables peaux et ossements d'animaux utilisés pour la déco, qui pueront de plus en plus. Marine Burns, qui incarne Sally, finira le tournage au bord de la crise de nerfs, n'en pouvant plus de cette atmosphère macabre et véritablement terrifiée par Gunnar Hansen, l'acteur de Leatherface. Celui-ci n'adressera pas le moindre mot aux autres acteurs pendant toute la durée du tournage afin d'être le plus effrayant possible, et cela fonctionnera à merveille. Toby Hooper déclarera plus tard « Le film terminé, j'ai pensé que tout le monde allait me détester ». Le film s'est inspiré en partie de l'histoire de Ed Gein, un serial killer nécrophile et voleur de cadavres américain, connu pour avoir tué au moins 2 femmes. On retrouvera chez lui après son arrestation les restes d'au moins une quinzaine de corps différents qu'il affirme avoir déterrés dans le but de les mutiler. Cet homme charmant a également inspiré Psychose de Alfred Hitchcock, Maniac de William Lustig ou encore Le Silence des agneaux de Jonathan Demme. Véritable succès au box-office, Massacre à la tronçonneuse n'aura coûté que 83 500 $ et en aura rapporté plus de 36 millions uniquement aux États-Unis. Cela lancera définitivement la carrière de Toby Hooper et ce film sera pour toujours considéré comme cultissime. Et bien évidemment, un tel succès sera exploité avec de nombreuses suites. Massacre à la tronçonneuse 2 sort 12 ans plus tard en 1986 et est également réalisé par Toby Hooper. Cette fois, le film est plus une sorte de comédie noire et est généralement considéré comme nettement moins réussi que son prédécesseur malgré les informations qu'il nous donne sur la famille des cannibales. Il sera suivi en 1990 par Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface, réalisé par Jeff Burr, puis par Massacre à la tronçonneuse La Nouvelle Génération en 1994, réalisé par Kim Henkel. Globalement, la qualité des épisodes tend à baisser de plus en plus, de même que leur succès. L'univers étendu de la licence souffrira également de ces films à cause du grand nombre d'incohérences et de contradictions que l'on peut y recenser, comme par exemple l'apparition de Sally à la fin du dernier film alors que dans le 3e, son décès était nommé. En 2003, Marcus Nispel sort un remake du film sobrement nommé Massacre à la tronçonneuse et produit par Monsieur Michael Bay. La famille des cannibales change ici radicalement, aussi bien en termes de personnalité, d'identité que de nombre de membres. Les Sawyer deviennent les Hewitt, Leatherface de son vrai nom Jedediah Sawyer devient Thomas Hewitt, etc. Le film est un pur slasher où un groupe de jeunes devront tenter d'échapper à Leatherface et à sa famille meurtrière et se feront massacrer les uns après les autres. Ce sera un énorme succès au box-office, rapportant plus de 100 millions de $ à travers le monde pour un budget initial de moins de 10 millions. Malheureusement, la suite, à savoir Massacre à la tronçonneuse, le commencement, réalisé par Jonathan Liebesman, sorti en 2006, n'aura pas le même succès. Il s'agit ici d'une préquelle au film précédent, racontant l'origine de la série de meurtres de la famille Hewitt, en revenant sur le personnage de Leatherface.
Enfin, Massacre à la tronçonneuse 3D, réalisé par John Wessenhoff, sort en 2013 et ignore complètement la plupart des films de la saga pour se positionner comme une suite du premier film de Tobe Hooper. C'est donc le retour de la famille Sawyer et de nouveaux membres sont introduits tels que Loretta Sawyer. Le film sera mal reçu par la critique et est considéré à ce jour comme l'un des plus mauvais de toute la série. Et nous arrivons enfin au film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Leatherface, réalisé par les Français Alexandre Boustillot et Julien Maury, et qui sortira officiellement aux États-Unis le 20 octobre 2017. Il ne disposera malheureusement pas de sortie en salle de cinéma dans nos contrées, comme c'est souvent le cas pour les films d'horreur. Pour résumer, le film nous raconte la jeunesse de Leatherface, alias Jedediah. Il est élevé avec tous ses frères par Verna Sawyer, qui doit être sa mère ou sa tante, ça n'est jamais vraiment clair, et qui le pousse à devenir un meurtrier sadique. Jusqu'au jour où, après le meurtre de la fille du Texas Ranger local, Hartman, celui-ci envoie le jeune Jedediah dans un hôpital psychiatrique pour mineurs dangereux, où une nouvelle identité et un traitement lui seront attribués. 10 ans plus tard, une certaine Lizzie est embauchée comme infirmière dans cet hôpital et elle est très motivée à l'idée d'aider ses nouveaux jeunes patients. Elle fera la connaissance de Bud, un adolescent énorme à la force colossale et à la timidité dévorante, Jackson, un jeune garçon à l'air presque normal mais intérieurement torturé et violent, Ike, un fou furieux ultra violent et sa petite copine Clarice, également complètement folle et extrêmement dangereuse. Lizzie sera témoin des méthodes préhistoriques du Dr Lang à base d'électrochocs, mais également de ses objectifs qui ne sont nullement d'aider tous les patients à aller mieux, mais plutôt d'asseoir son autorité et d'envoyer ses enfants en prison une fois majeurs. Mais avant qu'elle ne puisse réellement intervenir, la mère de Jedediah, Verna Sawyer, fera le forcing pour essayer de retrouver son fils et même de le faire évader. Elle s'attaquera aux infirmières et bien qu'elle finira par être repoussée et devra repartir bredouille, elle provoquera le chaos dans l'hôpital. Tous les jeunes patients se mettront à tout casser, voire à assassiner le personnel médical. Et les 4 adolescents dont je vous parlais il y a quelques minutes s'échapperont ensemble sous l'emprise d'Ike et de Clarice, kidnappant au passage Lizzie qui leur servira d'otage. S'en suivra ensuite une chasse à l'homme entre la police, et notamment Hartman, et les évadés, qui sèmeront le chaos partout sur leur passage, avec en fil rouge des interventions de Verna Sawyer et de sa famille, toujours à la recherche de son fils, à l'identité inconnue. Et voilà dans les grandes lignes le résumé du film. Et maintenant la grande question. Qu'est-ce que j'ai bien pu en penser? C'est parti. Eh bien, malgré la plupart des premières critiques relativement moyennes, voire mauvaises, moi, j'ai vraiment apprécié ce nouvel opus. Le film est fou, fun et n'arrête pas une seule seconde. Bon, c'est dû en partie à l'un de ses principaux points négatifs à côté duquel il m'est impossible de passer. À l'origine, Boustillot et Maury avaient un long métrage d'environ 2 heures, que les producteurs voulaient plus court. Ainsi, Leatherface ne fait plus qu'1h20, ce qui signifie qu'on nous a charcuté pas mal de scènes, et malheureusement, ça se ressent. L'action va beaucoup trop vite, les personnages évoluent donc de manière peu naturelle et il nous manque très clairement des passages de l'histoire qui nous permettraient de mieux les comprendre ou de faire le lien entre certaines scènes. J'attends donc avec impatience une éventuelle version longue lors de la sortie DVD qui nous offrirait une histoire plus complète. Mais au-delà de ça, le film impose vraiment un rythme d'enfer, notamment de par son action avec un couple, celui que forment Clarice et Ike, qui rappelle un peu Natural Born Killers, mais en plus hardcore et gratuit. Un genre de version non censurée de Bonnie and Clyde. Ils sont donc tous deux à l'origine de pas mal de scènes d'action très violentes et viscérales, mais également de plusieurs séquences graphiquement très intéressantes. Il y a par exemple une scène de sexe entre nos 2 tourtereaux, où l'on peut voir Clarice très sexy nue de dos, mais dès qu'on la voit de face, on constate qu'elle a la poitrine et le ventre entièrement brûlés, ce qui évidemment ne va pas déranger ce très cher Ike. On ne s'y attend pas, et c'est une excellente idée visuelle. D'ailleurs, Clarice est l'un des personnages que j'ai préférés durant le film, et j'envisage même de quitter ma très chère Sadako pour elle. C'est dire. You know, Ike is my soulmate. Globalement, les personnages sont plutôt intéressants, bien qu'assez cons pour la plupart. Ike est certes un fou dangereux, mais il se laisse guider par sa libido tandis que sa copine se résume presque à être une fiancée jalouse, prête à tout pour suivre son homme. Heureusement, sa folie meurtrière réussit à la rendre étonnante et amusante à suivre. Jackson et Bud sont plus mesurés, mais sont également capables d'une extrême violence lorsque la situation le demande. Ils sont plus ou moins obligés de suivre les 2 autres sous peine de se faire tuer, même si cela les arrange bien de faire partie de ce groupe. Rapidement, Jackson tombe amoureux de l'infirmière, Lizzie, qui est à peu près la seule personne qu'il ait rencontrée dans sa vie qui soit gentille avec Bud et lui. Il tente donc de la protéger des sauts d'humeur de leur couple de chefs, mais l'empêche également de s'échapper à plusieurs reprises. Quant aux autres, ils sont pour la plupart enfermés dans un rôle bien précis, comme Hartman, le shérif vengeur, qui veut absolument prendre sa revanche sur les Sawyer et prend du plaisir à dégommer des psychopathes, tout enfant qu'ils soient. Cet aspect de l'intrigue donne un petit côté Devil's Reject à l'histoire, bien qu'évidemment les personnages ne soient pas assez développés pour vraiment rendre hommage à ceux mis en scène par Rob Zombie.
Le Dr Lang, qui ne mérite pas vraiment son titre, se voit plus comme une sorte de gardien de prison garant de la sécurité des citoyens que d'un véritable médecin. On l'identifie rapidement comme un antagoniste. Enfin, la famille Sawyer est essentiellement représentée ici par Verna qui est une vraie furie et est prête à tout pour retrouver son fils. Bien entendu, elle n'est pas contre un meurtre gratuit ou deux, en général commis par l'un de ses rejetons. Au final, le jeune Leatherface n'aura connu que de la violence. Les policiers, les médecins, sa famille, les autres patients de l'hôpital psychiatrique sont pour ainsi dire tous des psychopathes assoiffés de sang aimant tuer. On comprend donc qu'il ait pu devenir un tueur fou par la suite dans de telles conditions, même si on aurait aimé quelques séquences supplémentaires afin d'expliquer davantage sa transformation psychologique. Il y a quand même quelques scènes positives au milieu de ces séquences sanglantes et meurtrières. L'amitié entre Bud et Jackson en est l'une des principales. Ils sont le seul ami l'un de l'autre et n'ont connu personne pour les aider ou les soutenir en dehors d'eux-mêmes. Et c'est là que Lizzie, pendant une partie du film suivie comme le personnage principal, va changer en partie leur vision des choses en étant elle aussi à leur écoute et en montrant une réelle volonté de les aider. Dommage que le film n'exploite pas ça plus longuement, car ça aurait pu donner quelque chose de très intéressant. Donc, l'histoire n'est certes pas très élaborée et le principal intérêt du film réside dans ses personnages maniaques et leur manière de se battre les uns contre les autres. Chacun ayant ses motivations, mais tous étant dictés uniquement par la violence. La bonne idée du pitch se trouve aussi autour du flou de l'identité de Leatherface au milieu de ces différents personnages, car vu que chacun d'eux a changé d'identité, on ne sait pas exactement qui est notre futur assassin au masque de chair humaine, bien que le spectateur se fasse rapidement sa petite idée. Cela permet de suivre les agissements de plusieurs personnages sans se focaliser sur un seul, tout en entretenant certains doutes jusqu'à ce que le film nous donne enfin la réponse finale. On n'est donc pas en présence d'un slasher banal, mais plutôt d'un mélange de Natural Born Killers et de Devil's Reject, où tout l'intérêt de l'histoire est de réunir une bande d'anti-héros et de voir comment ils réagissent face aux différents obstacles qui se trouvent sur leur chemin. Le film va même jusqu'à nous proposer un twist intéressant, bien que pas assez étayé par l'histoire pour être vraiment saisissant, et qui peut sembler facile et trop gratuit pour être crédible. Le spectateur pourrait d'ailleurs se sentir presque arnaqué par le film à ce moment-là, même si cela n'a pas été mon cas du tout. Tu le sens ou pas, le mec qui essaye de pas trop spoiler ? En ce qui concerne l'aspect technique du film, la photographie est bien maîtrisée et plutôt jolie, même si parfois l'éclairage m'a semblé peu approprié lors de certaines séquences. Le montage a été charcuté comme je l'ai dit précédemment, et ça se ressent quelquefois avec même des scènes qui m'ont paru ne pas être dans le bon ordre. Rien de trop grave pour l'histoire, mais de quoi se poser quelques questions tout de même. Au niveau des musiques, rien d'intéressant à signaler, celles-ci se faisant très discrètes tout au long du métrage. Les acteurs sont pour la plupart bons, même si aucun d'entre eux ne devrait gagner le moindre prix pour ce film. En conclusion, j'ai trouvé le film vraiment bien et j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre. On ne sait pas très bien où le film nous emmène et il y aurait eu tellement de choses à raconter avec ce groupe d'anti-héros que j'ai été déçu que le métrage soit si court. Il y a quelques séquences vraiment violentes, même si on ne tombe jamais dans le gore pur et dur. Leatherface semble plus humain une fois le film terminé, même si à nouveau il manque tellement de passages qu'on a du mal à faire le lien entre l'adolescent qu'on a à l'écran et le tueur fou qu'il deviendra lors des films de la saga Massacre à la tronçonneuse. J'attends avec impatience une version longue du film si jamais il doit en sortir une, afin d'avoir peut-être un avis plus complet sur la question. Au niveau des notes, je lui donnerai un très honnête 7 sur 10 car j'aime beaucoup ce genre de film qui est plus une espèce de thriller brutal qu'un véritable film d'horreur. Car non, vous n'aurez pas peur en regardant ce film, même si certaines scènes peuvent choquer de par leur violence ou la gratuité des actes de nos charmants protagonistes. Donc je n'attribuerai pas de note au niveau de la frayeur car le but de ce métrage n'est clairement pas de nous faire peur. Nos deux réalisateurs ont voulu ajouter quelque chose de très personnel à la saga et c'est pour moi chose faite avec ce film très différent de tous les autres épisodes. Comme leur dira d'ailleurs l'un de leurs producteurs, nous voulions un film d'horreur américain et vous nous avez donné un film noir à la française. Même si selon moi il y a débat sur cette question-là. Et voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle Critic Lock et j'espère comme d'habitude que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires ou avec un petit pouce bleu, voire même à vous abonner ou à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse de suivre les prochaines critiques. D'ici la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Ciao!